Après le processus de fusion déjà enclenché avec le MPS, l'UNIPS de Maître Benouendé Sankara veut désormais ratisser large. Le parti sankariste veut fédérer tous les partis se réclamant de l'idéologie du père de la révolution d'août 83. Les réflexions sur la réalisation de cette ambition ont déjà débuté. Et puis à Bama, commune rurale située à un jet de pierre de Bobo-Dioulasso, un lotissement divise des propriétaires terriens qui se disputent un terrain de 5 hectares. L'association Bama Taforo tente de calmer les tensions et de tirer l'affaire au clair. Bonjour, mesdames et messieurs, merci de nous choisir. L'heure de l'union a peut-être sonné au sein de la grande famille des partis se réclamant de l'idéologie de Thomas Sankara. Un projet de fusion des partis dits sankaristes est en gestation. Il est porté par l'UNIPS de Maître Benouendé Sankara le 2 octobre dernier, date symbolique marquant l'anniversaire du discours d'orientation politique de la Révolution. 5 partis d'obédience sankariste étaient réunis en Assemblée générale à Bobo-Dioulasso pour présenter le projet à la base. Mariam Serré et Soto Justin Nabiri. Les premiers responsables des partis progressistes sankaristes échangent avec leurs responsables des structures de base. Une assemblée générale pour permettre aux structures de base de comprendre davantage le processus de fusion déjà enclenché par les partis progressistes sankaristes. Nous avons fait venir des gens des départements qui également, au niveau des départements, vont se réunir avec les différents partis qui existent sur le terrain. Ils vont également se réunir. Donc, en tout cas, nous pensons que les échanges que nous allons avoir avec la délégation venue de Ouagadougou vont permettre plutôt d'éclairer les lanternes des gens, parce que beaucoup de gens ont vu des conventions qui ont été signées à partir de Ouagadougou et se demandaient comment ça se passe. Mais aujourd'hui, c'est l'occasion pour eux de comprendre réellement le processus de fusion qui sera expliqué en long et en large. Pour le président de l'UNIPS, cette fusion est promoteuse car à la différence des précédentes, celle-ci donne la parole à la base. Au sommet, plusieurs scénarios d'union qui n'ont pas vraiment marché jusqu'à la convention sankariste de 2015. Et nous avons pensé cette fois-ci qu'il faut inverser la tendance, c'est-à-dire faire la fusion par la base. Voilà pourquoi nous sommes venus ici à Bobo-Dioulasso pour rencontrer les militants et les militantes de ces formations et partis politiques qui sont déjà engagés dans la dynamique. Et la question de l'unité est une question qui a toujours été posée. Et comme je le disais, la fusion ne peut se faire véritablement qu'à la base. Et si la base adhère, ça veut dire que le sommet est obligé de suivre la volonté du peuple. La fusion des partis et formations progressistes sankaristes est partie de la volonté de l'Union pour la Renaissance Parti Sankariste UNIPS et du mouvement patriotique pour le salut MPS. Un appel a été ensuite lancé et a permis à des formations et partis sankaristes, notamment l'Union pour la Renaissance démocratique Mouvement Sankariste, face aux causes et la convergence des patriotes et des progressistes face au barrage de ce genre de processus. Le congrès de fusion de tous ces partis et formations sankaristes aura lieu en principe du 30 octobre au 1er novembre 2021 à la Maison du Peuple à Ouagadougou. On reste dans les Hauts-Bassins, dans la commune rurale de Bama, située à une trentaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso, où le torchon brûle entre propriétaires terriens de 3 villages qui se disputent un terrain de 100 hectares. Une tension née suite au processus de lotissement enclenché par la mairie de Bama. Pour éviter que la crise ne s'exacerbe, l'association Bama Taforo tente une médiation tout en essayant de tirer l'affaire au clair. Plus de précisions avec Soto Justin Nabiri. Ce sont au total 300 hectares de terrain qui sont en cours de lotissement dans la commune de Bama. 100 hectares Soléni, 100 hectares Bama et 100 hectares Badara. Justement à Badara, des populations de Banaorodougou et de Surukudougou s'opposent au processus en cours. Elles dénoncent le manque de consensus dans la démarche du maire de la commune. Une position que ne partage pas l'association Bama Taforo, pour qui le processus de lotissement a pris en compte toutes les parties prenantes. Nous ne nous en cachons pas et nous l'assumons, même avec fierté. Nous ne sommes pas des opportunistes. Quand ça n'allait pas, nous avons pris la tête
de la fronde sociale aux côtés de la chefferie coutumière pour défendre une vision et des valeurs. Et ils ont dit que non, ils sont en train de faire un travail sans associer les propriétaires terriens. Et c'est voyez. Et que le maire n'est pas venu envers les chefs des deux villages. Et pourtant, tous les chefs se retrouvaient ici. Voilà. Donc, cela veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a rien comme différence. Et c'est voyez. Et les problèmes que nous on avait soulevés aussi ont eu des réponses. Parce que ce soit les 300 parcelles dont nous on revendiquait, le maire nous a éclairci. Et c'est les conseillers qui peuvent témoigner. Ils ont tous pris une décision ensemble. Donc c'est tout le conseil municipal qui était impliqué dedans. Et là, il nous a répondu. Voilà. Concernant aussi le respect des chefs, il est venu vers les chefs pour les demander pardon. Il n'y avait plus rien. Concernant les propriétaires tirés aussi, il a été clair. Il a dit que non, si tu ne veux pas donner ton terrain, on le laisse. Ce n'est pas une obligation. Donc ça a été tellement clair que sur ce sujet, il n'y a rien comme différence en fait. L'association Bamata Foro réaffirme donc son soutien au processus de lotissement en cours dans la commune de Bama. Je pense que nous, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Dès le départ, c'est ce qu'on a dit, le plus important, qu'ils puissent s'entendre. Et notre lutte, c'était quoi? Si le maire voulait vraiment faire quelque chose qui n'allait pas, vraiment, qui n'était pas favorable à la population, nous, on devait s'opposer. Et jusqu'à preuve de contraire, nous, on est dans la commission pour superviser le travail. Et vous voyez, cela veut dire s'il y a quelque chose qui ne va pas, nous, on doit dire non. Voilà, donc, et ils ont la chance parce que les chefs nous ont désignés pour ça. Voilà, donc nous, aujourd'hui, nous, on les appelle vraiment de croire un peu à nous aussi. Et s'il y a des problèmes, au lieu de se lever, crier de gauche à droite, ils n'ont qu'à venir vers nous. Voilà, ensemble, nous aussi, on va voir le maire, quelles sont les difficultés qui sont là, on trouve solution ensemble. L'association Bamata Foro invite les acteurs sociopolitiques de la commune de Bama à privilégier le dialogue franc et honnête afin de préserver et renforcer les acquis de la commune. Venons à présent à ce scandale mondial sur l'évasion fiscale. Vous le savez, l'affaire des Pandora's Papers a épinglé plusieurs chefs de gouvernement et hommes d'affaires du monde entier qui placent leurs avoirs dans des paradis fiscaux pour échapper au fisc. Eh bien, le phénomène touche aussi certaines multinationales installées au Burkina Faso. Ces entreprises exerçant dans la téléphonie mobile, les mines et la cimenterie, entre autres, transfèrent chaque année plus d'1 milliard de francs CFA vers des paradis fiscaux. Une pratique illicite dont ces multinationales se rendent coupables alors qu'elles bénéficient déjà d'une exonération fiscale de la part de l'État. Benjamin Kwame, explication. Ce sont des sociétés minières, des sociétés de cimenterie, des entreprises de téléphonie mobile installées au Burkina Faso. Elles sont dans la catégorie des multinationales. Depuis 2018, ces entreprises paient moins les impôts que le citoyen lambda. C'est le Centre d'études et de recherche appliquées en finances publiques qui le dit. Le centre explique que c'est l'État lui-même qui accorde cette faveur à ces entreprises. En allégeant avec l'exonération fiscale et douanière, il semble que c'est pour créer plus d'emplois et booster la croissance économique nationale. Maintenant, l'État les accorde des facilités au niveau de la fiscalité, au niveau des impôts, au niveau de des douanes, pour que ces sociétés-là puissent s'installer au Burkina Faso. L'objectif est que c'est pour les permettre de créer de la valeur ajoutée, des emplois. La création d'emplois et de richesses pour le pays sont mis en avant par l'État pour accorder ces faveurs. C'est donc un choix politique assumé. Cette disposition n'est pas accueillie à bras ouverts par tous, puisque les impôts, les taxes de résidence, bref, l'IUTS est aussi payé convenablement, sans dérogation par tous les citoyens vivant au Burkina Faso. Cela est au détriment de la grande majorité des Burkinabés, parce que chacun de nous paye les impôts. Mais il n'y a pas une déduction qu'on nous accorde. Alors que ces sociétés-là, on les accorde des facilités. On fait une réduction pour qu'elles puissent s'implanter. Donc, ça crée une inégalité entre... Puisque une société, on nous dit qu'elle a quand même les moyens. Ce n'est pas comme le citoyen lambda. Alors que le citoyen lambda n'a aucune déduction. Inégalité sociale, c'est le mot utilisé par le CERA-FP. D'ailleurs, cette méthode profite plus à ces entreprises multinationales au point de s'adonner à des flux financiers illicites et à des évasions fiscales au détriment des recettes de l'État.
Chaque année, ces entreprises transfèrent un peu plus d'1 milliard de francs CFA de bénéfices vers les paradis fiscaux. L'idée est d'échapper au fixe et en 2019, en termes de recettes que l'État a perdues, on parle de plus de 45 milliards de francs CFA. Pour être complet, depuis 2016, c'est plus de 300 milliards de francs CFA qui auraient pu supporter les charges de l'État. Si vous prenez 45 milliards pour le budget de l'État, c'est énorme. Ça peut construire des hôpitaux, ça peut des CSPS, ça peut construire des écoles. Et c'est des sommes importantes. Par exemple, quand on prend rien que l'année 2016, ça équivaut à 92 milliards. En 2017, on a 87 milliards. En 2018, on a 68 milliards. Et en 2019, on a 76 milliards. Quand on fait le cumul, en 4 ans, ça fait plus de 335 milliards. C'est une volonté politique, certes, mais il serait judicieux d'établir plus d'équité entre les assujettis. Non, il faudra que l'État corrige ça. Tout le monde est assujetti à payer les impôts. Tous les citoyens, nous sommes assujettis à payer les impôts tôt ou tard. Donc, il n'y a pas de raison qu'on accorde des faveurs fiscales à certains des groupes et puis laisser d'autres personnes. Surtout pas des sociétés quand même qui ont les moyens. Même si l'État central, après ces faveurs, espère récupérer les retombées ailleurs, les citoyens n'attendent pas que ça. Il ne faut pas accorder trop d'exonération, mais appliquer la juste part d'impôt dans toute sa rigueur, car ces multinationales, si elles ont élu domicile au Burkina Faso, c'est qu'elles peuvent bien s'acquitter de toutes leurs charges. Pour lutter contre les réchauffements climatiques, chaque gouvernement a adopté une stratégie dans sa politique publique, des politiques qui auraient plus d'impact si les jeunes étaient mis à contribution. C'est ce que pense le programme Benkadi, qui met alors l'accent sur la participation citoyenne dans ses actions de lutte contre les réchauffements climatiques. Le projet réunit 4 pays, à savoir le Burkina Faso, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Mali. Amadou Diko et Benjamin Kone. Permettre aux communautés affectées par les changements climatiques de jouir pleinement de leur droit au développement et d'être résilientes face aux effets causés par ces phénomènes, c'est l'objectif du programme Benkadi. Cette initiative de la société civile qui réunit le Burkina, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Mali veut contribuer à une société ouverte et au renforcement de la démocratie. Dans le but de mener à bien leurs activités au Burkina Faso, les acteurs et partenaires engagés dans ce projet étaient en atelier à Ouagadougou. Objectif, dresser le bilan de l'année 2021 et mettre en œuvre une stratégie de planification du programme pour 2022. Nous avons mis à profit l'année 2021 pour exécuter les études de base. Là, comme nous sommes en train d'entamer la dernière ligne droite de 2021, on s'est dit que c'était pertinent de réunir les acteurs de mise en œuvre terrain afin que nous puissions revoir la planification 2022. Il s'agira pour tous les partenaires de revisiter, de passer en revue toutes les actions qui ont été programmées depuis 2021 et qui n'ont pas pu être mises en œuvre. À travers ce programme, les personnes affectées par les changements climatiques bénéficient également d'un accompagnement afin de mieux faire face au phénomène. Ça va permettre donc aux populations vulnérables de bénéficier de bonnes pratiques, de bénéficier des soutiens pour la mise en œuvre de bonnes pratiques en matière de gestion de des terres, mais aussi de bonnes pratiques pour faire face aux pollutions. Bénéficiant d'un soutien technique et financier du Royaume des Pays-Bas et l'accompagnement de plusieurs autres structures, Benkadi intervient dans 7 régions du Burkina Faso. Le programme entend d'ici à 2025 permettre aux femmes, aux jeunes et aux personnes vivant avec un handicap de participer aux prises de décision sur les changements climatiques. Un autre projet qui veut mettre à contribution les jeunes pour l'atteinte de ces objectifs, c'est celui de l'amélioration de la participation des jeunes à la gouvernance locale, initié par l'association Jeunesse Espoir d'Afrique. Le programme vise à identifier les obstacles à la participation des jeunes et des femmes à la gouvernance locale. Il sera mis en œuvre dans 2 communes rurales du Burkina Faso et verra la participation de 160 jeunes et femmes. Abdou Aziz Sari. Au Burkina Faso, les jeunes de moins de 35 ans représentent environ 80% de la population, selon les résultats préliminaires du 5e recensement général de la population et de l'habitat.
Mais en dépit de leur nombre élevé, ils sont moins représentés dans les instances de décision et participent très peu à la gestion de la cité, ce qui empiète sur le développement des collectivités territoriales, selon le directeur de cabinet du ministre en charge des infrastructures. Si les jeunes ne sont pas impliqués au niveau des prises de décision au niveau local, il sera difficile pour l'autorité, en réalité, de pouvoir faire grand-chose. Voilà. Parce que les jeunes, on a besoin de ces jeunes-là, que ce soit au niveau sanitaire, que ce soit au niveau des activités génératrices de revenus pour les femmes. Celles ne sont pas impliquées dans les activités de tissage, dans les activités même agricoles au niveau local. Ce sera difficile qu'au niveau local, le développement puisse aller à l'avance. C'est pour contribuer à changer la donne que l'association Jeunesse Espoir d'Afrique a initié le projet Améliorer la participation des jeunes et des femmes à la gouvernance locale. Objectif, identifier les obstacles à la pleine participation des jeunes à la gouvernance locale au Burkina Faso en vue d'apporter réponse. Il faudrait dire que le projet est réparti en des phases. Ça veut dire la première phase, il s'agit d'organiser des tables rondes. Mais ces tables rondes, les discussions sont basées sur le plan communal de développement. Donc ça veut dire que nous, notre rôle, c'est de pouvoir recenser les difficultés. Ça veut dire ce qui empêche ou les entraves à la pleine participation de ces jeunes et de ces femmes à la gouvernance locale. Et nous allons les codifier dans un rapport, remettre à l'autorité. Le projet concerne 2 municipalités, la commune rurale de Bama dans la province du Houé et la commune de Ouri dans les Bali. Un grand merci aux initiateurs parce que c'est de très bonnes initiatives. Nous remercions en tout cas l'initiateur et tous ceux qui l'accompagnent, c'est-à-dire les partenaires financiers et techniques pour le développement. Ils ont notre encouragement et notre appui et nous souhaitons en tout cas que ces activités se perpétuent pour l'avenir de notre commune. Le projet Améliorer la participation des jeunes et des femmes à la gouvernance locale est financé à plus de 12 millions de francs CFA par l'USAID avec l'assistance technique du National Democratic Institute. Il a une durée de 4 mois. À présent, les derniers hommages de la communauté universitaire au professeur Bertrand Batchi, l'ex-secrétaire général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, décédé le 25 septembre dernier, a reçu les hommages à la hauteur de ses œuvres qu'il a accomplies à la tête du CAMES. L'illustre disparu a été élevé au rang d'officier de l'ordre de l'étalon du Burkina Faso. Il a consacré une bonne partie de sa vie à l'enseignement supérieur dans son pays, le Gabon, avant d'être nommé secrétaire général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur en 2011. Un poste que le professeur Bertrand Batchi n'a plus quitté jusqu'à son décès le 25 septembre dernier. Une vie au service du savoir, une vie au service de la communauté scientifique des 19 États membres du CAMES. Ce 2 octobre, le biochimiste chevronné reçoit les hommages de ses pairs et de ses collaborateurs. Le professeur Batchi a été un secrétaire général exceptionnel qui avait à cœur la bonne renommée, la compétitivité et la modernité de notre institution commune qu'est le CAMES. Parachevant de nombreux chantiers entrepris par ses prédécesseurs, il a su innover et apporter sa touche dans l'actualisation, la relecture ou la conception des différents programmes du CAMES. Grâce à son leadership et à sa diplomatie, à sa capacité à mener des négociations difficiles, il a pu obtenir auprès du Conseil des ministres une augmentation substantielle des salaires de base et l'octroi d'autres avantages de nature incitative au personnel du secrétariat général. Dans cette perspective, il a permis au personnel de se renforcer qualitativement, mais aussi quantitativement par l'opérationnalisation du poste du 2e directeur de programme, la transformation de l'agence comptable en direction des affaires administratives et financières. Le professeur Bertrand Batchi n'est plus, mais il laisse derrière lui des œuvres. Durant son passage à la tête du CAMES, il a contribué à la digitalisation de l'institution et élaboré le premier guide d'évaluation des enseignants-chercheurs. Pour tous ces actes,
il est élevé à titre posthume au rang de chevalier de l'étalon. Il y a un certain nombre d'œuvres quand même qui vont survivre à la personne, qui vont permettre de continuer à magnifier donc sa mémoire parce qu'il a été à l'initiative de tout ceci. Et je demandais donc au CAMES de faire en sorte, aux acteurs du moment, de faire en sorte que ces œuvres qui ont été engagées, la vision qui a été tracée, puissent être pérennisées, afin qu'effectivement, chaque fois qu'on va toucher à cette vision et à ces actions, qu'on se souvienne qu'il y a eu à un moment donné un secrétaire général qui s'appelle donc le professeur Mbati. Selon ses collègues, il laisse derrière lui un vide qui sera difficile à combler, tant il a marqué son époque par sa rigueur au travail et son sens de l'innovation. La dépouille du professeur Bertrand Bachi a quitté Ouagadougou pour le Gabon, où il sera inhumé. En sport, nous parlons football féminin avec l'équipe nationale junior du Burkina Faso qui prépare sereinement son match retour contre les Béninoises. Un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 qui se jouera au Costa Rica, malgré leur victoire à l'aller. Sur le score de 1 but à 0, Pascal Sawadogo et ses filles ne comptent pas faire de calcul. Madizongo. Nommé à la tête des équipes nationales juniors et seniors en football féminin le 15 septembre, Pascal Sawadogo et ses filles ont effectué leur première sortie le 24 septembre à Bakau, en Gambie. Les ambassadrices du Burkina avaient rendez-vous avec les Scorpions en marche aller des préliminaires de la Coupe du Monde junior. Une réalisation de Adel Kabouré en seconde période a permis aux Burkinabés de revenir avec le gain de la victoire. C'était un match un peu difficile pour nous parce que comme on ne connaissait pas l'adversaire, mais quand même quand on a pris les 15 premières minutes, on a su que l'équipe s'était sérieusement préparée. Et la construction qu'on a faite par le milieu, il faisait de longues balles. Chaque fois, il sautait notre milieu, donc on a dû le contrer dans notre camp et puis procéder par des contre-attaques. En tout cas, on a eu pas mal de difficultés, mais heureusement qu'on avait un peu de répondants et on a pu gagner 1 but à 0. Suspension des stades du Burkina oblige. Elles vont recevoir le 9 octobre à Cotonou, au stade général Mathieu Kérékou, les Gambiennes pour le match retour. Une rencontre que Pascal Sawadogo et ses filles préparent sérieusement dans leur camp de base au Comet. 1 but à 0, ce n'est pas une grande avance. Donc il faut vraiment préparer le match là, dans le même état d'esprit que le match aller. Tout en sachant qu'ils vont chercher à marquer s'ils veulent se qualifier. Et sûrement peut-être il y aura des espaces qu'on pourra exploiter. Elles ont des filles qui portent bien le ballon. Mais néanmoins, on a quand même le moral. Mais on se dit, on aura encore du fil à retordre. Donc il faut vraiment bosser. Et on se prépare pour ça, sérieusement. On a dit, meilleure manière d'attaquer et de défendre, c'est d'attaquer. Si on arrivait à marquer encore, ça va encore les mettre la pression. Et peut-être elles vont se découvrir. Si le match se dispute loin du Burkina, Pascal Sawadogo et ses joueurs souhaitent un accompagnement moral des Burkinabés. On demande les bénédictions et les prières. Et comme aime dire le président, c'est l'union sacrée autour des équipes nationales pour qu'on puisse amener la qualification. La phase finale de la Coupe du Monde Juniors va se disputer en 2022 au Costa Rica. À présent, la finale de la deuxième édition de la Coupe Zemstaba de l'arrondissement 4 de la capitale. Une finale qui a vu la victoire de l'association sportive de Koulouéguin sur son adversaire Faso Academy Sport. Mais au-delà du jeu, les organisateurs voulaient surtout faire passer un message de paix, de réconciliation et surtout de pardon à travers cette compétition placée sous le parrainage de l'ancien président Blaise Compaoré et de son épouse Justin Amonto. C'est le coup d'envoi de la finale du tournoi Zemstaba, deuxième édition, ici au 7h18 de l'arrondissement 4. Aussitôt le jeu démarré, les deux formations finalistes sont allées directement à l'essentiel. Le jeu oppose l'association sportive de Koulouéguin, ASK, en jaune, et le Faso Academy Sport, FAS, en rouge. Un tournoi initié pour la réconciliation, la paix et la cohésion sociale. À travers ce foot, le message que nous passons, c'est comme on l'a dit,
nous souhaitons une vraie réconciliation ici au Burkina Faso. Et cette réconciliation, ça se fait premièrement pour notre ex-président, l'ex-président Blaise Compaoré. Nous, on trouve que la réconciliation vraie peut passer par là-bas. Partout où le nom du président Blaise Compaoré va se repentir, et nous allons toujours reprendre présent. C'est un match de 50 minutes, soit 25 minutes par période. Pendant 20 minutes de jeu de la première période, pour les deux équipes, c'est la balade, d'un camp à l'autre, avec le ballon rond au pied, comme deux lions derrière une gazelle. Plus tard, à 2 minutes de la fin de la première période, l'ASK ouvre le score avec un coup de tête magnifique du dorsal 19, Diallo Moussa, à la 23e minute. Score à la pause, 1-0 en faveur des jaunes. Un score qui restera inchangé jusqu'à la fin de la seconde période, faute d'occasion de but manquée pour les deux équipes. Un peu plus tard dans le match, c'est le coup de sifflet de l'arbitre et c'est la fin de cette finale du tournoi ZEP Stamba qui signifie réconciliation. L'objectif de la participation, c'est évidemment de gagner le trophée. Et grâce à Dieu et à nos coéquipiers, on a eu à l'emporter et on remercie Dieu pour ça. C'était une défaite, mais ça c'est une leçon pour nous aussi, pour mieux se corriger. C'est vrai, on s'entraînait comme eux aussi ils s'entraînaient, mais c'est le ballon. L'équipe de l'ASK remporte donc ce tournoi, organisé et placé sous le parrainage de l'ex-président Blaise Compaoré et son épouse, Chantal Compaoré. L'ASK remporte une somme de 75 000 francs CFA, en plus des médailles et un lot de ballons. Son adversaire, FAS, finaliste malheureux, repart avec 50 000 francs CFA, plus les médailles et un lot de ballons. Pour eux, l'essentiel, c'est le jeu et le fair play. Voilà, c'est sportivement qu'on referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, si Dieu le veut, pour un autre point de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien et restez sur BF1. Bonsoir.